Je vais tenter de faire une résonance dans les deux sens du mot. Là, en sachant quand on voyage d'un groupe à l'autre comme ça dans la journée, on cueille beaucoup de signifiants, plus de signifiants que de signifiés. Si vous voulez, des bruits, des couleurs, des émotions, plus que des tranches de raisonnement. Donc c'est une expérience qui est entre le sensible et l'intelligible, ce qui est aussi intéressant. Donc moi je prolonge la réflexion que tu viens de structurer, et la chose qui m'a le plus mobilisé dans mon oreille et mon regard, c'est la relation entre le projet et le système. Puisqu'on était devant des cas, comment vous appelez ça, des cas d'école, des cas d'école. Et donc je me dis, d'accord, on est devant des cas d'école, et en quoi font-ils école? Donc je cherche la relation entre ces trucs que vous avez appelés parfois dispositifs, parfois projets, parfois action, parfois création, parfois tout ça à la fois, qui en général commencent un jour et se terminent un autre jour, et qui sont quelque part en intervention ou en résidence. D'accord ? Ça, c'est le destin commun de ce que j'ai cru comprendre et entendre. Et donc, mon attention particulière, c'est sur le point de rendre compte des relations et des rencontres, puisqu'il y a des relations et des rencontres à travers tout cela. Et je tente de le faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est interroger les relations entre le processus de création et les processus de médiation et d'usage de l'art et de la culture. Et il est clair que, dans mes yeux, mes oreilles, que vos cas d'école, de manière systématique, ont tenté de transgresser, se sont inscrits dans la transgression d'une classique division du travail entre création, médiation et usage ou consommation de l'art et de la culture, ou contemplation. Donc, transgression de cette division du travail, c'est-à-dire que j'ai entendu que vous situiez le statut de la création dans la culture autour de ce que Michel de Certeau appelait des opérations culturelles, dans le dernier chapitre de La culture au pluriel, qui porte ce titre à propos des opérations culturelles, et où il appelle de ses vœux, dans les temps contemporains, que cela soit généralisé. Il dit, nous avons un besoin fou dans la société que s'y déploient des opérations culturelles. Et donc, moi j'ai entendu des morceaux de fragments d'opérations culturelles, et j'essaie d'y entendre la relation que cela entretient, d'abord à l'intérieur du champ culturel, pour autant qu'il y ait encore une intériorité et une frontière, et ensuite au-delà de ces frontières. Alors c'est les deux autres niveaux que j'interroge, et à certains moments dans les groupes, c'est arrivé au même point critique, au même moment, c'est interroger la relation entre cette création en résidence et la fonction collective dans laquelle elle se situe ou dans laquelle elle intervient. J'appelle ici fonction collective la prison, l'hôpital, l'école. Ça pourrait être aussi l'entreprise, ça pourrait être tout ce que vous voulez. Mais ce sont en tout cas des lieux, des institutions, des organisations de la vie commune que j'appelle, moi, dans mon armoire à concept, fonction collective. Et pour moi, cela interroge le statut du travail de la culture sur le développement socio-économique. Puisqu'en fait, quand il se passe des choses, là, dans la bordure intérieure de la prison, eh bien, cela interroge le statut de ce travail-là. Qu'est-ce que cela signifie comme signifiant, et puis comme signifié, sur ce qui se passe dans la détention.
c'est-à-dire la socio-économie de la détention, ou la sociopolitique de la détention. Et enfin, à travers les 2 premiers niveaux d'interrogation, à l'intérieur du champ culturel, puis entre la culture et la socio-économie, ça nous porte à aller à un degré plus complexe, à interroger la relation entre ces fonctions collectives et le régime démocratique de notre époque, le régime démocratique de notre monde. Et là, moi, je crois discerner, mais c'est peut-être parce que je veux discerner, évidemment, que vos cas d'école affirment, consolident pour moi, l'émergence d'un 3e grand paradigme de la conflictualité dans les sociétés modernes, dans les démocraties libérales, depuis la fin du XVIIIe. C'est la thèse de Touraine, après une conflictualité dont le centre était politique, premier paradigme. Un 2e paradigme déploie manifestement la conflictualité autour du socio-économique, ce qui se cristallise surtout dans l'Europe du Nord autour du compromis social-démocrate. Et les questions non posées jusqu'ici, et qui étaient des questions relatives au sens du travail et au sens de la production sociale, et au sens de la vie commune, s'imposent désormais, et ces questions de signification ne portent pas d'autre nom que paradigme culturel. Donc, paradigme politique, paradigme socio-économique, paradigme culturel, en sachant que les paradigmes ne se succèdent pas, mais se sédimentent. Que le temps du présent, comme Braudel nous l'enseignait, est fait du temps d'avant-hier, de jadis et d'hier, et que donc nous vivons les 3 conflictualités en même temps. Les 3 paradigmes, confusément. Et là, petit arrêt sur image, c'est que j'étais en recherche dans l'écoute ou le regard sur vos récits et vos analyses de récits. J'étais en recherche de la quête de conflit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déménage des problèmes jusqu'à retrouver un conflit d'orientation de nos sociétés. Une question de déménager les problèmes, question de changer de radicalité. Alors, dans le premier cas d'école de ce matin, c'était l'opération de déradicalisation qui se transforme rapidement dans les têtes en opération de radicalisation, une autre radicalité. Alors, avec ces 3 niveaux de questionnement, qu'est-ce qui m'a résonné ? Je commence par le macro et je vais arriver au micro, mais je me suis rapidement aperçu, ça ne m'étonne pas, à force de fréquenter Patrice, que micro et macro jouent très habilement, de manière systémique. Ce que l'on croit être macro s'avère en définitive enseigné par le micro, et l'inverse est vrai aussi. D'abord sur l'époque. Donc je commence sur l'époque et vous allez voir que tout de suite je me précipite dans une subjectivité. C'est que ces différents cas d'école mettent à jour, affirment un immense désir. Je dis d'abord écrit besoin, mais je vais même au-delà du besoin. À mon avis, il s'agit d'un désir ouvert d'interpréter le monde. C'est-à-dire d'élaborer des représentations du monde, de réouvrir le sentiment que le monde est à créer entre nos signes. C'est-à-dire, c'est un immense désir de confiance, ou un immense besoin de confiance qui s'incarne dans un désir qui se déploie. Et ça me semble totalement fondamental. Ça va annoncer la dernière résonance, c'est que s'il y a effectivement, et en particulier, parce que vous avez tout de même l'art de travailler sur les limites, c'est-à-dire vous avez suivi Michel Foucault jusqu'en prison, suivi Michel Foucault jusqu'à l'hôpital, vous pourriez le suivre aussi dans l'histoire de la sexualité, etc., etc. Donc, vous avez tout de même travaillé
près des limites. Et donc là, vous avez pu avérer un immense désir, besoin ouvert d'interpréter le monde et d'élaborer des représentations du monde. 2. Ça c'était 1. 2. Vous vérifiez, en conséquence, je dirais c'est assez logique, un immense besoin du travail de la culture, parce que justement, il n'y a plus guère de représentation du monde disponible, stable, et qui nous soit en commun. Il n'y en a plus guère. Et donc, cela avère, cela démontre, cela permet de comprendre cet immense besoin de travail sur la culture, puisque justement, c'est là que se porte la nécessité d'un potentiel de lumière, donc quelque chose qui s'apparente à un vide. 3. Ce que ces opérations culturelles donnent à comprendre, justement, c'est que ce pouvoir d'interpréter et de représenter le monde, des individus et des groupes, y compris quand on les a préalablement définis comme les damnés de la Terre, que ce pouvoir d'interpréter le monde est puissant. Il y a des signifiants extrêmement puissants dans ces récits de cas d'école. Il est puissant, mais, et alors là, je suis au cœur de ce que j'ai envie de vous dire, il est d'autant plus puissant qu'il est globalement mis hors jeu dans le cours ordinaire des fonctions collectives dont on parle. La condition pénitentiaire n'est pas le lieu le plus ordinaire, le plus évident du déploiement des ressources de la création partagée. L'école, pas davantage, l'entreprise non plus, l'hôpital, pas davantage, et on peut continuer dans tous les champs du réel, dans toutes nos grandes manières de produire nos sociétés. La place de l'interprétation du monde dans la conduite de la fonction collective est aux abonnés absente. Donc, ce que ces opérations nous donnent à comprendre, justement, c'est que ces créations se sont déployées en général autour d'un malentendu, ou par effraction, ou par ruse, ou par distraction, par accident, à la marge, et au prix d'une négociation relativement permanente. Mais donc il y a une raison à ça. La raison, c'est que, bien sûr, ces opérations libèrent et instruisent le pouvoir d'agir créatif des individus, c'est-à-dire qu'ils instruisent un génie de résistance dans les interstices des institutions, dans les interstices de ces fonctions collectives. Cette résistance est l'irruption même de la dimension de la signification, là où beaucoup est fait pour qu'elle n'y voie pas le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup est fait dans la condition pénitentiaire, par exemple, c'est la plus facile, évidemment, à analyser, pour que la question de la signification de la détention ne soit pas posée. Par hypothèse. S'il y a un lieu, hélas, où le savoir, par exemple, est indiscutable, est souvent encore présenté comme indiscutable, c'est l'école. Comme si le prélèvement dans l'océan des significations, le prélèvement arbitraire qui est fait, ne devait pas justement faire l'objet d'une discussion. Donc,
cette résistance est, à mes yeux, un travail de symbolisation. C'est-à-dire que vos cas d'école produisent un effet de symbolisation. Un effet de symbolisation et non pas un effet d'art-thérapie. S'il y a des effets d'art-thérapie, c'est ce qu'on appelle en économie des externalités positives, mais il est clair que pour ce qui est de la production de cette relation, moi j'entends que c'est une relation de symbolisation et, je vais un peu plus loin, de symbolisation conflictuelle. Alors, 9. Avant le 9, il y a le 8. Avant le 8, il y a le 7, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Je m'en mets dans mes numéros. Et donc, j'y suis. Comment entendre ce signe? C'est-à-dire, quel est le sens au sens de la direction de l'action que vous analysez? Je vois du sens à 3 niveaux. Quel programme de travail pour déployer des conflits, pour faire advenir la dimension culturelle des politiques publiques? Si vous voulez, ça peut se décliner autrement. Comment construire des conflits pour faire advenir la politique culturelle comme politique générale? Et ça peut encore culminer dans les conditions ne sont-elles pas réunies pour envisager un programme de travail favorisant le déploiement d'une démocratie approfondie dans chacune des fonctions collectives? C'est quoi une démocratie approfondie? Pour moi, ça a toujours été, et c'était notre point de rencontre, entre mon cheminement personnel et la rencontre de la problématique des droits culturels et de ce que la déclaration de Fribourg et le travail de Patrice déploient. J'entends par démocratie approfondie l'usage des dimensions culturelles, des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs, des citoyens, des usagers, des individus dans toutes les circonstances de la vie sociale. Je pense que nous n'avons pas d'autre horizon que cette radicalité-là. En particulier, et là j'arrive au même point que toi tout à l'heure, parce que Freud l'avait bien perçu, pressenti, mais il ne savait pas encore, je crois, que ce serait une expérience généralisée, un siècle après. Tu vois. Il avait bien pressenti que ce qu'on appelle un individu est divisé. Et la condition contemporaine multiplie à l'infini ces divisions. Quand vous envisagez la crise de la division du travail, ce qui tout de même nous sécurisait, entre les champs, entre les systèmes d'action et entre les territoires, l'individu contemporain est, à lui tout seul, un parlement. S'il est un parlement et qu'on ne l'autorise pas à travailler ces divisions dans les postures importantes de la vie sociale, eh bien, il est détourné du conflit vers l'émeute. Ben oui. Ce que François Dubay disait quand il y a des émeutes, c'est qu'il y a un déficit de conflictualité, d'élaboration des conflits. Je crois que les conditions d'une émeute généralisée sont réunies. Mais attendez, n'y mettez pas trop d'espoir. Une émeute généralisée, c'est pas marrant du tout. C'est exactement ce qui se passe. Ça se fait essentiellement par destructions intérieures. Je veux dire, quand il ne reste plus que la subjectivité nihiliste, là je fais référence à l'article de Alain Badiou, au petit bouquin d'Alain Badiou paru fin 2015 à propos des meurtres de masse. Il dit il faut peut-être comprendre ces meurtres de masse, interpréter ces meurtres de masse
comme l'expression d'une subjectivité nihiliste, c'est-à-dire d'une subjectivité qui ne discerne pas comment on pourrait encore imaginer faire un avenir. Il est évident que si on n'imagine pas pouvoir faire un avenir, on est dans une subjectivité nihiliste. Et je crois que la réponse à ce risque, c'est beaucoup plus qu'un risque. La réponse à ce basculement, c'est la démocratie approfondie par les voies de la culture. La démocratie approfondie par les voies de la culture. Voilà donc ce que j'entendais. Maintenant, je cherche mon œuf. Ce que j'entendais, ce que je voulais entendre aussi. Je suis bien conscient du caractère complètement arbitraire et partiel de cette résonance, mais dans vos récits et vos analyses de récits. Merci beaucoup.